Avez-vous déjà trompé votre mari avec son meilleur ami? Non, je n'ai pas trompé mon mari. Jamais. Avec son Jamais. animal de Sous les compagnie. lumières tamisées d'un soir qui semblait ne jamais vouloir finir, Faustine Bollaert apparaissait avec cette aura singulière que seuls possèdent ceux qui ont traversé des tempêtes intérieures et trouvé au bout du chemin une lumière inattendue. Son sourire n'était plus simplement celui d'une animatrice familière au visage des téléspectateurs, mais celui d'une femme apaisée, épanouie, comme si chaque geste, chaque éclat dans ses yeux portait la trace d'un bonheur rare et profondément ancré. Un bonheur qu'elle n'avait pas besoin d'exhiber, mais qui irradiait malgré elle. Et pourtant, ce soir-là, il y avait quelque chose de différent. Quelque chose d'électrique dans l'air, une promesse silencieuse qui planait autour d'elle et qui faisait frissonner ceux qui la regardaient, car dans cette foule attentive, elle avançait avec à ses côtés un homme dont personne n'avait encore entendu le nom, un visage inconnu, au regard curieux, un regard sûr et calme, une présence solide, presque magnétique, qui semblait la compléter comme si leurs ombres elles-mêmes s'étaient déjà reconnues depuis longtemps. Et tout en continuant à sourire, elle le présenta comme on présente une évidence, un chapitre attendu, mais jamais encore écrit, de sa vie. Un chapitre où Maxime Chatham n'avait plus sa place, non pas dans le tumulte d'une rupture amère, mais dans le calme assumé d'un nouveau commencement. Et dans la façon dont elle posait sa main sur son bras, dans le souffle imperceptible qu'il semblait en partager, il y avait comme un murmure d'histoire secrète. Une histoire dont on ne connaissait ni l'origine ni l'issue, mais dont on devinait déjà qu'elle serait faite d'instants volés, de choix impossibles et de promesses tenues envers soi-même, une histoire où le passé rôdait encore dans les ombres, mais où l'avenir, pour la première fois depuis longtemps, avait le goût du présent. Ce qui frappe en premier, c'est cette image, à contre-jour, gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vue. Faustine seule dans un couloir d'hôtel à l'aube, vêtue d'un manteau trop grand pour elle, les cheveux encore humides, comme si elle avait affronté une pluie invisible, tenant dans ses mains une petite enveloppe froissée qu'elle ne cessait d'ouvrir et de refermer, comme si à l'intérieur se trouvait une vérité qu'elle redoutait de lire, et qu'en même temps, elle ne pouvait s'empêcher de chercher. Rien à voir avec l'animatrice souriante qui envahit les écrans avec sa voix rassurante et ses yeux clairs. Ici, c'était une femme presque méconnaissable, marquée par des nuits sans sommeil et par ces silences épais qui collent à la peau, et personne ne savait alors qu'elle venait de vivre un basculement secret, une fissure intime qui allait tout changer. Une rencontre inattendue dans un café désert où le parfum du café brûlé se mêlait à l'odeur de pluie et où cet homme inconnu lui avait tendu un livre sans un mot, un livre dont la dédicace portait simplement ces quelques mots tracés à l'encre fine, pour celle qui a toujours su mais qui n'a jamais osé. Depuis cet instant, tout avait changé. Les jours s'étaient fait plus lourds, et les nuits plus longues, les tournages plus mécaniques, et les sourires plus étudiés. Elle se surprenait à chercher dans la foule ce regard qu'elle connaissait à peine, mais qu'elle sentait gravé en elle. Et il y eut cette période étrange, presque irréelle, où elle disparaissait de tout agenda public sans explication, se réfugiant dans de petites villes anonymes, se promenant seule sur des quais de gare déserts, notant dans de petits carnets des phrases qu'elle ne relirait jamais, comme si elle cherchait à laisser derrière elle des fragments d'âme que personne ne retrouverait. Tignagne. Et dans ses absences, il y avait ce secret incandescent, ce lien qui se tissait loin, des yeux, mais qui dévorait tout. Un lien fait de messages codés, de rendez-vous à des heures impossibles, de gestes minuscules mais brûlants. Il y avait aussi la peur d'être vu, la peur d'être trahi par un mot, un parfum, une absence trop longue. Et pourtant, chaque fois qu'ils se retrouvaient, tout cela disparaissait. Le monde semblait se dissoudre autour d'eux, les voix, les obligations, le passé. Tout se taisait. Ne restait là que ses mains qui se perdèrent dans ses cheveux et ce souffle qui s'accélérait comme au bord d'un précipice. C'était un amour qui n'avait pas besoin de se dire pour se savoir. Un amour qui n'existait que dans l'ombre mais qui avait la force d'un ouragan. Et si de l'extérieur on continuait à voir Faustine comme la femme forte, solaire et inébranlable, ceux qui avaient croisé son regard dans ces moments-là savaient qu'il y avait au fond d'elle un vertige, une faille où tout pouvait s'effondrer et que cet homme, cet inconnu devenu essentiel, était à la fois le baume et la brûlure, la promesse et le danger, le commencement et peut-être la fin. Ce qui frappe en premier, c'est cette image, à contre-jour,
gravée dans la mémoire de ceux qui l'ont vue. Faustine seule dans un couloir d'hôtel à l'aube, vêtue d'un manteau trop grand pour elle, les cheveux encore humides comme si elle avait affronté une pluie invisible, tenant dans ses mains une petite enveloppe froissée qu'elle ne cessait d'ouvrir et de refermer, comme si à l'intérieur se trouvait une vérité qu'elle redoutait de lire et qu'en même temps elle ne pouvait s'empêcher de chercher. Rien à voir avec l'animatrice souriante qui envahit les écrans avec sa voix rassurante et ses yeux clairs. Ici, c'était une femme presque méconnaissable, marquée par des nuits sans sommeil et par ces silences épais qui collent à la peau, et personne ne savait alors qu'elle venait de vivre un basculement secret, une fissure intime qui allait tout changer, une rencontre inattendue dans un café désert où le parfum du café brûlé se mêlait à l'odeur de pluie, et où cet homme inconnu lui avait tendu un livre sans un mot. Un livre dont la dédicace portait simplement ces quelques mots tracés à l'encre fine, pour celle qui a toujours su mais qui n'a jamais osé. Depuis cet instant, tout avait changé. Les jours s'étaient faits plus lourds et les nuits plus longues, les tournages plus mécaniques et les sourires plus étudiés. Elle se surprenait à chercher dans la foule ce regard qu'elle connaissait à peine mais qu'elle sentait gravé en elle. Et il y eut cette période étrange, presque irréelle, où elle disparaissait de tout agenda public sans explication, se réfugiant dans de petites villes anonymes, se promenant seule sur des quais de gare déserts, notant dans de petits carnets des phrases qu'elle ne relirait jamais, comme si elle cherchait à laisser derrière elle des fragments d'âme que personne ne retrouverait, et dans ses absences, il y avait ce secret incandescent. Ce lien qui se tissait loin des yeux, mais qui dévorait tout. Un lien fait de messages codés, de rendez-vous à des heures impossibles, de gestes minuscules mais brûlants. Il y avait aussi la peur d'être vu, la peur d'être trahi par un mot, un parfum, une absence trop longue. Et pourtant, chaque fois qu'ils se retrouvaient, tout cela disparaissait. Le monde semblait se dissoudre autour d'eux. Les voix, les obligations, le passé, tout se taisait. Ne restait que ses mains, qui se perdaient dans ses cheveux, et ce souffle qui s'accélérait comme au bord d'un précipice. C'était un amour qui n'avait pas besoin de se dire pour se savoir. Un amour qui n'existait que dans l'ombre mais qui avait la force d'un ouragan. Et si de l'extérieur, on continuait à voir Faustine comme la femme forte, solaire et inébranlable, ceux qui avaient croisé son regard dans ces moments-là savaient qu'il y avait au fond d'elle un vertige. Une faille où tout pouvait s'effondrer et que cet homme, cet inconnu devenu essentiel, était à la fois le baume et la brûlure, la promesse et le danger, le commencement et peut-être la fin. Son corps semblait avancer, mais son esprit restait suspendu dans un entre-deux étrange, comme si chaque pas qu'elle faisait sur le tapis épais de cette chambre d'hôtel l'éloignait un peu plus de la femme que tout le monde croyait connaître, et la rapprochait inexorablement de celle qu'elle n'avait jamais osé être. Il y avait dans l'air une tension presque palpable, comme un orage, prêt à éclater, et chaque inspiration lui brûlait la poitrine. Elle savait qu'à cet instant précis, quelque chose allait se décider, non pas dans les mots prononcés, mais dans ce silence chargé qui s'étendait entre eux. Cet homme qu'elle avait laissé entrer dans sa vie par une fêlure invisible la regardait avec cette intensité qui efface tout le reste, et elle sentait que derrière ses yeux se jouait une lutte aussi violente que la sienne. Il n'y avait pas de plan, pas de certitude, seulement cette attraction qui défiait la raison et cette peur sourde que tout s'écroule, d'un geste trop franc ou d'une parole mal placée. Elle se souvenait de ces nuits où elle s'endormait en écoutant les battements de son propre cœur comme pour vérifier qu'il était encore là et que ce n'était pas un rêve éphémère, mais chaque matin apportait avec lui un doute plus lourd que la veille, car le monde extérieur continuait d'exiger sa façade impeccable alors qu'en dedans, tout se fissurait. Peu à peu, il y eut ce soir particulier où il s'était retrouvé dans une petite ville portuaire. Le vent portait l'odeur de sel et de bois humide, et il avait posé sur la table entre eux une clé minuscule qu'il ne lui expliqua pas sur le moment. Elle avait refermé sa main dessus et avait senti le métal glacé imprimer sa paume comme une promesse secrète ou une condamnation silencieuse. Cette clé devint une obsession. Elle la gardait toujours sur elle, comme si elle pouvait, à tout instant, ouvrir ou fermer quelque chose d'essentiel à leur histoire, mais sans savoir exactement quoi. Et plus. Les jours passaient, plus la distance entre ce qu'elle montrait et ce qu'elle vivait se creusait comme un gouffre. Elle se surprenait à écrire des phrases qu'elle déchirait aussitôt à craindre le bruit du téléphone
autant qu'elle l'attendait à lire dans les journaux, des bribes de sa propre vie, travesties par des suppositions. Et pourtant, malgré la peur, malgré la tension constante, elle revenait toujours vers lui, incapable de résister à cette force qui l'attirait, comme la marée attire le rivage. Il y avait en lui quelque chose d'insaisissable, une blessure qu'il cachait mal et qui faisait écho à la sienne, une ombre dans sa voix, lorsqu'il lui parlait de ses absences prolongées, un éclat de rage contenu quand elle évoquait les murs invisibles qui les séparaient. Et parfois, dans ces instants volés, elle avait la sensation que le temps se pliait autour d'eux, que les années de solitude, de compromis et de renoncement s'effaçaient pour laisser place à un présent brut, brûlant, absolu. Mais ce présent avait un prix. Chaque retrouvaille était suivie d'un éloignement cruel, comme si la vie elle-même se chargeait de leur rappeler qu'ils ne pourraient jamais tout avoir. Et c'est dans ce balancement incessant entre ivresse et manque que Faustine sentait peu à peu quelque chose se transformer en elle, une lucidité tranchante qui l'effrayait autant qu'elle la libérait. Elle commençait à comprendre que l'amour qu'elle portait à cet homme n'était pas seulement une passion dévorante, mais aussi un miroir dans lequel elle devait enfin affronter ses propres contradictions, ses choix passés, et cette part d'elle qu'elle avait toujours cachée derrière la lumière des projecteurs. Et peut-être que la clé qu'il lui avait donnée n'ouvrait pas une porte réelle, mais celle de sa propre cage intérieure, et qu'au bout de ce chemin de secrets et de vertiges, elle devrait décider seule si elle avait le courage de s'en échapper ou de s'y enfermer à jamais. Et ce fut un matin d'hiver où le ciel avait la couleur du plomb que tout bascula sans prévenir. Elle venait de quitter un plateau d'enregistrement désert, encore saturé des odeurs de maquillage et des échos d'applaudissements, enregistré lorsqu'elle aperçut sur le siège arrière de sa voiture une enveloppe d'un blanc immaculé qu'elle n'avait jamais vu. Avant, elle sut immédiatement qu'il venait de lui, car seule son écriture fine et nerveuse pouvait donner à quelques mots une vibration presque douloureuse. Elle glissa ses doigts tremblants pour l'ouvrir et découvrit une photographie qui ne ressemblait à aucune autre, une image floue prise de loin où l'on distinguait clairement sa silhouette, à elle, assise à une terrasse ensoleillée, en compagnie d'un homme qui n'était pas lui. Et derrière cette photo, une phrase tracée à l'encre noire qui glaça son sang. « Tu ne sais pas tout sur moi ». Cette phrase se mit à résonner dans sa tête comme un écho interminable, et elle comprit qu'il y avait dans son histoire quelque chose d'enfoui, de profondément dissimulé, un passé qu'il n'avait jamais évoqué et qui soudain se dressait devant elle. Comme une ombre menaçante, cette révélation la força à revoir chaque geste, chaque silence, chaque disparition inexpliquée, et plus elle y pensait, plus elle se souvenait de petits signes qu'elle avait voulu ignorer, comme cette cicatrice sur son poignet qu'il cachait toujours, ou ce regard fixe qu'il avait posé un soir sur un homme inconnu dans un bar et qui avait suffi à faire fuir ce dernier sans un mot. Elle se demanda alors si l'amour qu'il partageait n'était pas bâti sur une illusion soigneusement entretenue, mais déjà le besoin viscéral de le revoir l'emportait sur la peur. Elle le retrouva ce soir-là dans un appartement dont elle ignorait l'existence, un lieu presque vide où les murs portaient encore les traces de tableaux décrochés, et où une odeur de fumée froide flottait comme le vestige d'une vie précédente. Il l'accueillit sans sourire, mais avec une intensité presque brutale, et avant même qu'elle ne parle, il lui tendit une petite boîte en métal, cabossée à l'intérieur. Il y avait des coupures de journaux jaunis en plusieurs langues, des lettres froissées, et une vieille carte d'identité qui ne portait pas son nom. Elle sentit un frisson glacial remonter le long de sa colonne vertébrale en réalisant qu'elle ignorait jusqu'à sa véritable identité. Il lui parla alors d'une autre vie, d'un autre pays, d'un choix irréversible qui l'avait contraint à disparaître et à renaître sous un visage et un nom qui n'étaient pas les siens. Il évoqua une faute ancienne, un drame dont il portait seul le poids et qui avait façonné l'homme qu'elle connaissait aujourd'hui mais qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Elle resta figée entre l'envie de fuir et celle de se jeter dans ses bras, comme si son cœur refusait de croire ce que son esprit savait déjà. Et dans cet instant, suspendue, elle comprit que son amour pour lui était devenu une frontière mouvante entre passion et danger, qu'elle devait maintenant décider si elle avait la force de traverser sans retour le souffle court. Elle recula d'un pas,
comme si la distance physique pouvait contenir l'onde de choc qui se propageait en elle. Mais il avança aussitôt, réduisant l'espace à rien, et ses yeux brûlaient d'une urgence qu'elle n'avait jamais vue. Il lui dit qu'il n'avait plus de temps que les murs avaient des oreilles, que tout ce qu'elle croyait être des coïncidences n'étaient que des avertissements ignorés, et avant qu'elle ne puisse articuler un mot, il saisit sa main et la força à le suivre dans un escalier étroit, où chaque marche résonnait comme une menace. Ils débouchèrent sur une porte métallique qu'il ouvrit d'un coup sec, révélant un couloir souterrain éclairé par une lumière crue qui faisait trembler les ombres. Elle comprit alors qu'il fuyait réellement quelque chose ou quelqu'un, et que par amour, elle venait d'entrer dans ce monde, sans issue. L'odeur de poussière et de métal lui donnait la nausée. Mais sa main dans la sienne était la seule ancre qui l'empêchait de céder à la panique. Il marchait vite, presque en courant, et elle sentait les battements de son cœur résonner jusque dans ses tempes, tandis que son esprit se déchirait entre le désir de savoir et la peur viscérale de découvrir la vérité. Ils arrivèrent enfin dans une pièce étroite où un vieux bureau croulait sous des cartes et des documents codés. Il ferma la porte à double tour et posa devant elle un dossier épais, scellé par une bande rouge. Il lui ordonna de l'ouvrir, mais ses doigts refusaient d'obéir. Il prit alors le relais et révéla des photographies d'elle, prises à son insu, à différentes époques de sa vie. Certaines remontèrent à bien, avant leur rencontre, et portaient au dos des annotations précises sur ses habitudes, ses proches, ses déplacements. Elle sentit une vague glacée l'envahir, car ces clichés prouvaient qu'elle avait été surveillée depuis longtemps, et pas seulement par lui. Il lui avoua que depuis le début, il avait essayé de la protéger contre un réseau dont elle ignorait l'existence, un cercle fermé qui contrôlait et manipulait des destins publics pour servir des intérêts obscurs, et que sa proximité avec elle n'avait pas commencé par amour, mais par nécessité, un ordre auquel il avait fini par désobéir en tombant réellement amoureux. Cette révélation la frappa comme une gifle et déchira ce qui restait de sa confiance. Elle vacilla entre la rage et la douleur, cherchant dans son regard une once de mensonge ou de regret, mais n'y trouva qu'un mélange brutal de culpabilité et de détermination. Il lui dit qu'ils n'avaient plus que quelques heures avant que tout ne se referme sur eux et que le seul choix était de partir maintenant ou de rester et affronter ce qui viendrait. Et c'est dans ce moment de chaos absolu qu'elle comprit que la véritable question n'était pas de savoir si elle lui faisait confiance, mais si elle était prête à sacrifier la vie qu'elle avait connue pour un amour qui avait commencé dans l'ombre et qui ne pourrait survivre qu'en y retournant. La pluie s'écrasait contre les vitres sales dans un rythme irrégulier, tandis qu'un néon vacillant jetait sur le sol une lumière blafarde et instable. Faustine se tenait au centre de la pièce trempée, jusqu'aux os, ses cheveux collés à son visage, ses yeux fixés sur lui comme pour y trouver une vérité qui refusait d'apparaître. Il ferma la porte derrière lui dans un claquement sec et resta immobile une seconde trop longue avant de murmurer d'une voix basse mais tranchante. « Tu n'as pas idée de ce qu'il savait déjà sur toi. » Elle avança d'un pas, ses mains crispées le long de son manteau, et répliqua « Tu veux dire sur nous ?» Il secoua la tête, un bref sourire amer, déformant ses lèvres. « Sur nous. Ça ne les intéresse pas sur toi. Oui, parce que tu n'es pas celle que tu crois être. » Elle sentit un frisson violent la traverser, comme si les murs eux-mêmes avaient reculé. Il sortit de sa poche une petite cassette audio et la fit rouler sur la table. La bande était étiquetée seulement par une date remontant à plusieurs années avant leur rencontre. Elle la fixa sans bouger et demanda « Qu'est-ce que c'est ?» Il répondit calmement « C'est la preuve que tout ce que tu vis depuis ce soir-là a été écrit d'avance. » Elle éclata presque de rire. Un rire court et nerveux qui se brisa dans sa gorge. Il ajouta « Écoute-la. Et après tu décideras si tu pars ou si tu restes. » Il alla vers un vieux magnétophone posé sur une étagère, souffla sur la poussière et enclencha la bande. Un souffle saturé envahit la pièce, suivi d'une voix féminine étrangement familière qui prononçait son nom avec lenteur, puis décrivait des détails intimes de son enfance qu'elle n'avait jamais confiés à personne. La voix se brisa à plusieurs reprises, comme si la personne qui parlait retenait des sanglots. Et soudain Faustine comprit qu'elle écoutait la voix de sa propre mère disparue depuis longtemps,
Mais plus glaçant encore, c'était la dernière phrase dite d'un ton urgent. « Ils viendront pour toi quand tu croiras que tout est enfin à toi. » Elle recula jusqu'à heurter le mur, son souffle court et les yeux embués. Il s'approcha doucement et dit « Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai trouvé. Pourquoi je ne pouvais pas te laisser seul. Tout ce que tu croyais être des coïncidences n'était que des points reliés par une main invisible. » Elle voulut crier qu'il mentait. Mais au fond d'elle, une part savait que cette vérité-là avait toujours rôdé dans son ombre et que chaque choix, chaque rencontre avait été guidée vers ce moment précis. Ses jambes tremblaient, mais elle força ses pieds à avancer comme si rester immobile signifiait se dissoudre dans cette vérité trop lourde à porter. Ses doigts glissèrent sur le bois froid de la table, cherchant un appui tangible, alors que son esprit se noyait dans les échos de cette voix maternelle revenue d'entre les morts. Il la regardait sans cligner les yeux, guettant chaque micro-mouvement de son visage, comme s'il redoutait autant qu'il espérait sa réaction. Et dans ce silence saturé de tension, elle comprit que ce qu'elle venait d'entendre n'était qu'une ouverture, une fissure à peine perceptible dans un mur de secrets bien plus vaste. Il sortit de sa veste un dossier épais et le posa doucement devant elle, comme on dépose une charge explosive. Ses mains se crispèrent autour de la couverture noire. Il murmura « Lis ça, mais sache que chaque mot que tu verras te lira à moi plus qu'à quiconque. » Elle hésita une fraction de seconde avant de l'ouvrir. Les premières pages étaient couvertes de photographies anciennes, certaines en noir et blanc, d'autres en couleur passée, montrant des visages qu'elle ne reconnaissait pas. Puis, soudain, au milieu de cette mosaïque, un portrait d'elle, enfant. À côté d'un homme inconnu, aux yeux d'acier et à la posture militaire. Derrière cette image, une note manuscrite, encre bleue, légèrement délavée, indiquait son nom, suivi d'un code incompréhensible. La gorge serrée, elle tourna les pages suivantes et découvrit des extraits de rapports détaillant ses habitudes, ses écoles, ses amis, ses voyages, des lignes entières de textes décrivant des événements précis dont elle avait oublié l'existence et qui pourtant semblaient tous reliés par un fil invisible. Elle leva les yeux vers lui, incapable de parler, mais il comprit et dit cet homme sur la photo n'était pas un étranger. C'était ton protecteur assigné, bien avant que tu naisses, parce que ta famille possédait quelque chose qu'ils veulent, toujours. Elle sentit son cœur accélérer au point de lui faire mal, et chercha à rassembler ses pensées, mais tout se mélangeait. Le visage de sa mère, les mots de la cassette, la présence de cet homme qui la tenait là, au bord d'un précipice, où chaque pas pouvait la perdre. Il fit le tour de la table et s'approcha assez pour que son souffle frôle son oreille. Il ajouta « Ils croient que je t'ai amené ici pour eux. Mais depuis le début, c'est pour toi que je joue ce jeu. Et maintenant, il faut décider si tu veux qu'on gagne ou qu'on disparaisse. » Ces mots étaient comme une lame froide, glissant le long de sa colonne vertébrale. Elle sentit une colère sourde y monter en elle, mêlée à un désir viscéral de comprendre tout jusqu'au moindre détail. Alors elle claqua le dossier fermé et répondit « Montre-moi tout, je veux savoir. » Il hocha la tête lentement, comme s'il s'attendait à cette réponse, puis il déverrouilla une armoire métallique dans un coin de la pièce, à l'intérieur des piles de documents reliés par des ficelles usées, des cartes marquées de cercles rouges, des disques durs étiquetés par des dates. Il en sortit un petit carnet à la couverture en cuir noir et le lui tendit en disant « C'est le tien ». Elle fronça les sourcils. « Je n'ai jamais vu ça. » Il répondit « Parce qu'on te l'a pris. » « Il y a longtemps ?» Elle l'ouvrit et découvrit une écriture fine serrée qui était bien la sienne, mais plus jeune, plus vive. Chaque page était remplie de notes cryptées, de symboles qu'elle ne se rappelait pas avoir inventés, et au centre, une liste de noms dont certains lui étaient familiers et d'autres totalement inconnus. Il posa sa main sur la sienne et dit « Ces noms sont la clé, ils sont tous liés au même secret, et c'est pour ça que tu es en danger. » Soudain, des bruits sourds résonnèrent derrière les murs. Un mélange de pas précipités et de coups étouffés. Il se figea, ses yeux devinrent deux éclats d'alerte pure. Il attrapa le carnet et le glissa dans sa poche en lui ordonnant de ne pas faire un bruit. La lumière du néon vacilla de plus en plus vite.
La pièce semblait rétrécir autour d'eux. Il lui prit la main et l'entraîna vers une porte dérobée derrière l'armoire. Ils s'engouffrèrent dans un couloir sombre où seul le son de leur respiration précipitée accompagnait leurs pas. Elle sentait le sol inégal sous ses chaussures, la pierre humide, l'odeur de poussière ancienne et de métal rouillé. Ils descendirent plusieurs volets d'escalier jusqu'à atteindre une petite porte basse. Il sortit une clé de sa chaîne et la tourna dans la serrure. Le battant grinça, révélant un tunnel étroit, éclairé par des lampes fixées au plafond à intervalles irréguliers. L'air y était plus froid et Satwot Tetom portait un parfum de terre. Il referma la porte derrière eux et avança sans se retourner. Elle le suivait, mais son esprit était en ébullition. Chaque pas l'éloignait un peu plus de tout ce qu'elle avait été et l'amenait dans un territoire où plus rien n'avait de repère. Elle savait pourtant qu'elle ne pourrait plus revenir en arrière et qu'à présent, la seule issue était d'aller jusqu'au bout. Même si au bout, il n'y avait que l'abîme. Le tunnel semblait interminable. Les parois se resserraient par endroits, obligeant Faustine à frôler l'épaule de cet homme dont la présence était à la fois une ancre et une menace. La lumière vacillante projetait sur les murs des ombres qui prenaient des formes presque humaines, comme si chaque pas réveillait les fantômes de ceux qui étaient passés avant eux. Le sol devenait glissant, et par moments, elle sentait l'eau froide s'infiltrer dans ses chaussures, mais elle n'osait pas ralentir. Il s'arrêta brusquement, leva la main pour lui imposer le silence et tendit l'oreille. Un son faible mais régulier montait des profondeurs, un goutte à goutte métallique qui se mêlait à un souffle mécanique. Elle crut d'abord à une ventilation, mais son regard sombre lui fit comprendre que ce bruit annonçait autre chose. Il reprit la marche plus vite, et ils débouchèrent dans une vaste salle souterraine éclairée par des rangées de lampes fixées à des poutres rouillées. Au centre, trônait une table métallique sur laquelle étaient étalés des plans de bâtiments et des dossiers ouverts avec des photographies récentes de personnes qu'elle connaissait. Certains visages appartenaient à des collègues d'autres, à des amis qu'elle n'avait pas vus depuis des années. Il se pencha vers elle et murmura « Tout est déjà en place depuis des mois, ils savent où frapper. » Et quand ? Il tira d'un des dossiers une photo d'elle, prise la veille au soir à la sortie de son appartement. La précision du cadrage, la netteté de l'image lui coupèrent le souffle. Il ajouta « Ils ne te surveillent pas seulement. Ils anticipent chaque étape à chacun de tes gestes, et moi je ne peux plus les devancer seul avant qu'elles ne trouvent la force de répondre. » Un bruit métallique retentit derrière la porte principale de la salle, comme si on forçait la serrure. Il attrapa une arme dissimulée sous la table et lui ordonna d'aller derrière une cloison mobile où se trouvait une ouverture étroite menant à un second passage. Elle sentit l'adrénaline inonder ses veines, chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes. Elle le vit, se placer entre la porte et elle. Arme levée, prêt à tirer si nécessaire, puis un fracas assourdissant déchira l'air. La porte vola en éclats, et des silhouettes, vêtues de noir, envahirent la pièce. Leur mouvement était rapide, précis, coordonné. Il tira 2 fois avant de reculer vers elle, lui saisissant le poignet pour l'entraîner dans le passage. Ils coururent à travers un labyrinthe tout tentant de couloirs. Étroit, ponctué de virages serrés, chaque écho de pas derrière eux rappelait que les hommes en noir n'étaient jamais loin. Sa respiration se faisait plus courte. Sa vision se brouillait, mais elle continua portée par une peur brute et par l'instinct de survie. Enfin, ils débouchèrent dans une petite pièce circulaire au plafond voûté. Il referma la porte à double tour et s'adossa contre elle, haletant. Puis, il plongea ses yeux dans les siens et dit « Si on sort d'ici, vivant, je t'expliquerai tout. Mais tu dois me promettre de ne pas me quitter quoi qu'il arrive. » Elle hocha la tête, incapable de prononcer un mot, sachant qu'au moment où elle le ferait, quelque chose d'irréversible basculerait entre eux. Et dans ce silence suspendu, où chaque battement de cœur semblait compter plus que le temps lui-même, Faustine comprit que la suite ne dépendrait plus du hasard, mais de ce choix qu'ils venaient de sceller ensemble. Alors que derrière la porte, les pas se rapprochaient et que l'air se chargeait de cette tension électrique qui précède l'impact. Un éclat de détermination traversa ses yeux, elle attrapa sa main et souffla « Allons jusqu'au bout », avant de tourner son regard vers l'ombre qui les attendait, déjà prête à engloutir leur destin. « Abonnez-vous »
pour ne pas manquer la suite.